On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces frères, esprits lumineux qu'il nous envoie, guides spirituels, comme Jésus, Kardec, Denis, Chico Xavier, et tant d'autres, qui sont venus pour nous assister, pour travailler pour nous aider à mieux connaître les lois naturelles qui régissent l'univers, incluant le monde visible et le monde invisible. Et donc, notamment aujourd'hui, nous allons examiner la loi de réincarnation, la pluralité des existences, que nous puissions pouvoir tirer profit de ces enseignements sur nous-mêmes. Le but premier est que cela nous motive à travailler sur notre amélioration morale, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Et nous espérons aussi que ces lectures et ces échanges soient utiles pour les esprits qui pourraient les suivre depuis nos domiciles respectifs. Alors, vous devez voir normalement à l'écran, Vincent, le programme. Donc, aujourd'hui, on est le 1er mai. Donc, c'est le 3e guide d'études sur la réincarnation, sur 4. Le dernier, ce sera la semaine prochaine. Et aujourd'hui, donc, on va voir le retour à la vie corporelle et donc comment est-ce qu'on programme la réincarnation. OK? On avait vu donc les fondements et les finalités de la réincarnation, qui est l'évolution, l'épreuve, ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, vous avez toute une série de phénoménologies, la médiumnité, surtout les réminiscences ou les qualités qu'on a acquis en naissant, et qui viennent forcément de ce qu'on a travaillé dans d'autres vies. Ce n'est pas juste un jeu de dés au hasard. Il y en a un qui a la bosse des maths, l'autre de la musique sans avoir rien fait pour. Non, c'est des choses qu'on a travaillées dans les vies passées. Et donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que quand on est dans le monde des esprits, pourquoi et comment est-ce qu'on se décide à se réincarner et quelle est notre influence sur les choix qui sont faits dans le programme général de la vie à laquelle on se prépare. On a déjà bien avancé. Voilà. Donc, comment se réalise la programmation de la réincarnation, et on va expliquer aussi comment se réalise en fait l'incarnation, l'union de l'âme au corps, à quel moment et comment est-ce qu'elle se produit. Voilà. Alors, premier point, c'est la question 258, les questions 258 et 262 du livre des esprits. Selon la philosophie spirit, la programmation de la réincarnation peut être élaborée par l'esprit qui désire se réincarner, donc par l'esprit lui-même, ou par des esprits plus éclairés, des guides spirituels, spécialement chargés de ce genre de tâches. Donc, dans le premier cas, quand on choisit nous-mêmes, donc c'est l'esprit qui choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a le libre arbitre, on a la liberté de se réincarner ou pas, donc plus ou moins vite. Et il y a comme je vous disais, il y a des esprits qui, dès qu'ils sont de l'autre côté, ils veulent revenir, donc ils se réincarnent très vite, au bout de quelques années à peine. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas se réincarner, et puis ça peut durer des siècles, voire des millénaires. Ça dépend de la liberté de chaque esprit. Et donc, quand l'esprit en a les conditions, c'est lui-même qui choisit le genre de vie qu'il veut avoir, c'est-à-dire homme ou femme, riche ou pauvre, sain ou malade, en Europe ou dans un pays pauvre, russe ou américain, c'est nous qui choisissons. D'accord? Et on verra selon quels critères. Et dans l'autre cas, donc quand ce sont des esprits, quand l'esprit lui-même il est dans une situation de trouble profond ou qu'il n'a pas les capacités de choisir pour son propre compte,
Ça arrive, je dirais, assez fréquemment, même si c'est une minorité de cas. Eh ben, Dieu supplée à son existence en lui traçant la route qu'il doit suivre, comme tu le fais pour un enfant dès le berceau. Mais il le laisse peu à peu maître de choisir à mesure que son libre arbitre se développe. Et ça, on en a parlé déjà plusieurs fois. On a le libre arbitre, mais le libre arbitre ne se développe que au fur et à mesure de l'évolution. Plus on évolue, plus on est libre. Hein. L'homme préhistorique avait déjà la liberté, mais pas tant que ça, puisqu'il était obligé de chasser le mammouth pour aller manger, etc. Oui, Fabrice? Oui, Charles, juste une petite question. Quand on est incarné, est-ce qu'il existe un moyen de connaître les choix qu'on a faits justement avant de s'incarner via, je sais pas moi, un médium, des esprits qui accepteraient, notre guide, imaginons, qui accepterait, qui aurait le droit peut-être de nous communiquer quand on a incarné les choix qu'on a faits avant de s'incarner? Ou est-ce que ça nous est totalement interdit d'avoir accès à cette information? Alors, c'est une bonne question. En général, on ne le connaît pas. Et aussi, parfois, on le connaît. Donc, ce n'est pas totalement interdit. Mais il faut que ce soit utile. Hein. C'est un peu une question similaire à celle de connaître son avenir. Hein. Le passé, c'est pas la peine, tu le sais déjà. Hein. Donc, tu t'es réincarné homme dans l'ouest de la France, avec un certain métier, avec une certaine famille. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choix que tu as découverts au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure de l'avancement de ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui vient à l'avenir? C'est là où c'est parfois pas bon de le savoir, hein, parce que le fait de connaître notre avenir, ça peut influer sur notre libre arbitre. Par exemple, si on te dit tu vas mourir à 96 ans, bon, bah, tu auras peut-être tendance à dire, bon, bah, de toute façon, je vais mourir à 96 ans, donc c'est pas la peine que je m'embête à prendre autant de soin de mon corps, hein, puisque de toute façon, je vais mourir là-bas. Hein, ce sont des exemples. Donc, ça peut influencer notre libre arbitre. Et donc, c'est pour ça que c'est très rare qu'on ait des révélations sur l'avenir. Maintenant, il y a quand même des cas où notre guide spirituel, lui, qui est à côté de nous, lui, il le sait. Hein, Oui. et de temps en temps, il nous prévient de certaines choses, hein, dans la voie de la conscience. Hein. J'ai déjà cité plusieurs fois l'exemple, hein, mais moi, quand j'avais aucun symptôme, et puis j'ai entendu dans ma tête, va voir ton médecin et demande-lui telle analyse, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un cancer. Donc, c'est un exemple type. Hein. Je l'avais déjà, hein, j'avais choisi de l'avoir avant de me réincarner. Hein. Et ben, quand il est venu, avant même que j'ai les symptômes, il est venu me prévenir pour dire, tiens, ben, va voir. Hein. Et effectivement, bon, ben, il était temps que j'y aille. Ça aurait duré 6 mois de plus, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais Ou un an de plus, ça aurait été beaucoup plus compliqué. il Donc t'a ça, c'est un prévenu. exemple où c'est pas vraiment révélé parce que je ne sais pas maintenant ce qui va venir et pourquoi je suis en rémission et tout ça, je ne sais pas. Hein. Hein. C'est parce que si je savais que je vais écrire des livres ou des choses comme ça va forcément influencer sur mon libre arbitre. Hein. Mais Donc, il t'a donné l'information aussi, je pense, parce qu'il en a eu le droit aussi, parce que oui, c'est ça. certains esprits ont le droit de communiquer certaines informations et d'autres C'est pas. ça. Pour justement, notre avancement, ou, parce que des fois, on doit découvrir nous-mêmes ce qui. Mais non, je voulais juste savoir si c'était faisable de connaître C'est faisable, mais c'est l'engagement qu'on a pris. Voilà. voilà, uniquement quand c'est utile. D'accord. Et après, donc, si on prend le mauvais exemple, entre guillemets, c'est les voyants, quoi, qui viennent vous dire, ah ben, tu vas changer de boulot, ou tu vas te séparer de ton conjoint, ou tu vas ci, ou tu vas ça. Là, ça, c'est franchement mauvais. Hein, parce que là, pour le coup, ça influe fortement et la plupart du temps, ou la quasi-totalité des cas, négativement sur notre libre arbitre. Ça nous détourne de notre mission. Et c'est en ça que moi, je ne conseille pas du tout d'aller voir ces médiums pour aller leur demander l'avenir en échange d'argent, parce que
Ce qui se passe la plupart du temps dans ces cas-là, c'est qu'il y a un mauvais esprit qui est là, qui veut nous détourner de notre voie et qui va lui faire dire des choses qu'on va prendre quelque part un peu à la lettre et qui vont gâcher notre existence, qui vont nous détourner de notre libre arbitre. Tu vois? Et donc, ça, franchement, c'est mauvais, quoi. Il faut pas. Quand il doit y avoir des révélations, elles se feront spontanément. Hein, et c'est dans ce caractère spontané et inattendu, entre guillemets, qu'on a les meilleures preuves d'authenticité de la communication qu'on reçoit, de l'information qu'on reçoit. Donc, en règle générale, on verra surtout dans le prochain cours sur l'oubli du passé, en règle générale, on ne sait pas. Hein, parce que si on sait, tu vois, c'est que si on sait par avance qu'on aura un diplôme, ben, on aura moins de stimulation à étudier ou à réviser. Si on sait d'avance qu'on aura un boulot, ben, on aura moins tendance à travailler pour l'atteindre, etc. Donc, c'est pas bon de connaître l'avenir, quoi. C'est un peu la même chose pour le passé. Moi, je ne veux pas savoir ce que j'ai été. Je ne veux pas savoir toutes les conneries que j'ai faites dans le passé. On verra ça la semaine prochaine. Voilà. J'ai eu un cancer. La voix de ma conscience me dit pourquoi je l'ai eu et quel genre de bêtises j'ai fait dans ma vie passée pour avoir ça. Donc, ça me suffit. Hein. Et donc, travailler dans cette vie pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Donc, voilà pour la programmation. Hein. Donc, là, dans la majorité des cas, c'est nous qui choisissons. Et quand on ne peut pas choisir, eh ben, il y a les guides qui choisissent à notre place. Maintenant, comment est-ce que l'âme s'unit au corps? Comment est-ce que la réincarnation se produit? À quel moment l'âme s'unit-elle au corps? Donc, c'est la question 344. Hein. L'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Donc, commence à la conception, c'est-à-dire que l'esprit qui doit se réincarner dans un corps, il est déjà là au moment de la conception, hein, c'est-à-dire de la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Et il est même là un petit peu avant, hein, puisque c'est selon le spermatozoïde qui arrivera en premier, par exemple, qui déterminera si on sera homme ou femme. Hein. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on a choisi avant de se réincarner, d'être masculin ou féminin. Hein. Donc, et ensuite, on a choisi aussi certaines caractéristiques génétiques hein, qu'on veut avoir. Si on veut être grand, petit, les yeux bleus, bruns, etc. Bon, je ne sais pas si ça rentre dans ces détails-là, mais en fonction de ce qu'on a besoin, donc il y a deux processus qui s'enclenchent. Le premier, c'est que les ovules, en fait, existent déjà dans les ovaires hein, de la femme. Excusez-moi, il y a des fois des noms qui mettent un peu de temps à revenir. Et il y en a il y en a un chaque mois qui se libère. Et donc, il faut que ce soit le bon, hein, qui contient la moitié du patrimoine génétique. Et dans les spermatozoïdes, c'est pareil, il y en a des millions. Et dans ces millions, il y en a un qui va arriver le premier. Hein. Et c'est comme ça que l'esprit, donc c'est des processus, comment dire, magnétiques, hein, du magnétisme animal, qui fait que c'est le bon ovaire, le bon ovule et le bon spermatozoïde qui vont s'unir le premier. Donc, l'union de l'âme et du corps commence déjà là, hein, un petit peu avant la conception. Ensuite, les esprits continuent en disant, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va en se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Donc voilà comment ça se procède. Et donc c'est cet esprit qui se réincarne, hein, dont le Père Esprit, alors maintenant on a plus d'informations hein, quand vous regardez, quand on lit la littérature notamment d'André Louis, hein, il y a un processus de réduction du Père Esprit qui se fait dans le monde spirituel avant la réincarnation, qui fait que donc l'union, la fécondation se fait comme on vient de dire, et donc l'esprit avec son Père Esprit est lié à cette première cellule, hein, qui est l'ovule fécondé, qui est en fait une cellule souche.
et ensuite se multiplie en 2, 4, 8, etc. Mais ça ne se développe pas comme on gonfle un ballon, quoi. Hein. Ça se développe en 3 dimensions pour faire la tête, les pieds, les corps, les doigts, les mains. Il se développe aussi en faisant les muscles, le cerveau, les os, les organes, la peau, etc. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a une énergie qui vient pour, comme un moule, pour organiser le développement de cette cellule unique au départ, ou de ces cellules qui sont identiques au départ, dans le sens des 3 dimensions de l'espace, et de la fonctionnalité pour former les différents organes. Quand on regarde les lois physiques de l'entropie, par exemple, ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est quand l'entropie, c'est un désordre croissant, alors que là, le développement du fœtus, c'est l'ordre qui est croissant. Donc, pour y arriver à ça, il faut forcément qu'il y ait un apport d'énergie, et cet apport d'énergie, c'est l'esprit qui se réincarne qui le fait. Et donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle cellule qui se développe, hop, il y a le Père-Esprit qui se lie molécule à molécule ou cellule à cellule à cet embryon qui est en formation. Donc, j'ouvre une petite parenthèse, quand on dit que le spiritisme déconseille fortement l'avortement, c'est justement à cause de ça. Parce que dès la conception, donc avant le seuil de, je ne sais plus, c'est 6 ou 8 semaines, ou peut-être même plus maintenant, la loi a légèrement changé, l'esprit qui se réincarne, il est déjà là. Même si l'incarnation n'est pas encore complète, il est déjà là. Donc, l'avortement consiste à tuer cet embryon en formation et donc à expulser l'esprit qui est déjà en train de se réincarner dedans. Donc ça, on peut comprendre par ce biais-là que ce n'est pas un bon processus, que l'esprit qui se fait expulser comme ça, bon, si c'est un bon esprit, il pardonnera, mais si c'est un esprit un peu... si c'est un bon esprit, il pardonnera, mais les parents auront perdu l'occasion d'avoir un bon enfant. Et si c'est un esprit un peu plus dur qui vient pour, des rachats de dettes passées ou des pardons ou des choses comme ça, il peut être un peu plus retors et perturber les parents après, ou ceux qui ont pris la décision de l'avortement. Donc, l'avortement n'est pas une chose à conseiller parce que l'embryon, ce n'est pas une chose, ce n'est pas juste comme une verrue ou une tumeur qui fait partie, en l'occurrence, du corps de la femme et qu'elle peut décider de faire l'ablation ou pas. Non, le corps qui se développe en elle, il y a déjà un autre esprit qui est réincarné dedans. Il a un patrimoine génétique qui est compatible, mais différent de celui du père et de la mère. Donc, c'est une individualité différente. Et donc, dans la décision de l'avortement, il faudrait prendre ça en compte. Malheureusement, avec le paradigme matérialiste, on passe outre. La médecine considère l'embryon en développement comme une chose et pas comme un être vivant. Même si, et ça je le vois là par exemple quand on prend sa retraite, les fausses couches ou ce genre de choses, c'est pris en compte pour la retraite. C'est bizarre, mais vous voyez comment sont les choses. Les lois sont parfois contradictoires. Une fois, la loi dit que c'est une chose, et une autre fois, elle dit que c'est pas une chose. C'est quand même un être humain. Voilà. Michel? Oui, moi j'ai une sage-femme qui s'est installée au-dessus de la pharmacie et qui est venue me voir gentiment pour se présenter et qui me demandait si je vendais la pilule abortive. Ben, je t'avoue que j'ai été un peu, comment dire, un peu estomaqué parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Mais en fait, les sages-femmes ont le droit de prescrire les pilules abortives. Alors, je ne lui ai pas dit non, bien sûr, mais je lui ai fait comprendre que, eh bien, moi, avec ma première épouse, on avait songé à l'adoption et que, ben, en France, c'est très difficile de pouvoir adopter un enfant et que souvent la plupart vont eh bien, adopter à l'étranger et que voilà, j'avais essayé de proposer autre chose. Bon. Mais parfois, c'est compliqué dans l'exercice de son métier. Je pense à elle, quoi. Elle voit la souffrance de la personne, de la femme qui vient la voir pour avorter, etc. C'est parfois un peu compliqué. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça fait partie
du libre arbitre, hein, encore une fois. Comme on l'a vu, la réincarnation, elle est programmée. Donc, l'esprit qui se réincarne a en général choisi de se réincarner de cette façon chez cette mère et chez ce père, ou chez cette génitrice et ce géniteur, avec leur assentiment d'ailleurs. Hein. Mais après, il y a le libre arbitre. Hein. Le père ou la mère ou autre, hein, ou même parfois les sages-femmes, peuvent conseiller, hein, et finalement pousser à prendre la décision d'interrompre le processus. Donc, Oui, c'est un engagement qui n'est pas tenu quelque part. Hein. Et ça, ben, voilà, c'est forcément, on s'engage à quelque chose, on ne le tient pas. Et un jour, il va falloir qu'on répare. Hein. On s'endette en faisant ça, clairement. Hein. mais oui. Voilà. Maintenant, après, il faut considérer aussi qu'il y a des cas très difficiles et tout. C'est pour ça que le spiritisme déconseille fortement l'avortement, mais voilà, après, quand vous allez au Brésil, les gens, les spirites sont en général beaucoup, beaucoup plus durs en disant c'est un crime, quoi. En France, on ne peut pas dire ça. L'avortement est légal depuis maintenant quoi, une cinquantaine d'années, une 40 ou 50 ans, hein, la loi Veil. On ne peut pas dire que c'est un crime. Quand vous avez 100 femmes devant vous, dans une salle, dans une conférence, par exemple, ben, il y en a 40, je crois, qui ont déjà commis au moins un avortement dans cette vie. Donc, en France, il faut dire, bon, attention, ce n'est pas une bonne chose, hein, mais il ne faut pas condamner, jamais, ni condamner, ni juger, quoi. Et cette sage-femme, ben, c'est clair que dans le cadre de son métier, elle doit être confrontée à ça tous les jours, ou presque. Oui. Après, j'ai l'exemple d'une médium qui avait soigné une copine de sa fille. La copine de sa fille dormait plus depuis 3 ans. La nuit, elle dormait 2, 3 heures par nuit. Elle était fatiguée toute la journée. Enfin, c'était très compliqué à tel point qu'elle souhaitait se faire hospitaliser pour pouvoir faire une cure de sommeil parce qu'elle n'en pouvait plus. Et du coup, cette médium est allée voir cette jeune femme. Et dès la première séance, la jeune femme a ensuite réussi à dormir un petit peu plus et puis ensuite à dormir de mieux en mieux. En fait, elle avait avorté et quelques années avant, 3 ans avant, elle avait avorté. Et en fait, la médium a réussi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, voilà, c'est ça. Elle a réussi à voir comment dire, l'esprit qui n'a pas pu s'incarner et qui en voulait terriblement à la mère. Ouais. Et en fait, cet esprit, ça devait être une petite fille. Hein, et, euh, et en fait, comment dire, le lien qui les reliait a été coupé à ce moment-là. Et voilà. Et cette jeune femme est tombée enceinte. Je crois que c'était 2 ans après, enfin quelques années plus tard. Elle est tombée enceinte et elle a accouché d'une petite fille. Et c'était certainement l'esprit qui devait s'incarner plus tôt et qui est revenu quelques années plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est c'est un exemple de ce qui peut arriver. Oui. Et on peut comprendre pourquoi ça arrive en se mettant à la place de cet esprit qui voulait se réincarner et où tout le monde était d'accord pour se réincarner. Et puis d'un coup, hop, on revient en arrière et puis il a été expulsé, entre guillemets, hein, éjecté, je ne sais pas comment le dire, du corps qui était le sien et qui était en formation, hein, dans le ventre de sa mère. Donc c'est un des exemples qui peut arriver. Nous, on a un cas aussi, hein, d'une personne qui a avorté et puis qui paraît qui est retombée enceinte assez rapidement derrière et puis donc qui a accouché d'un petit garçon. Et le petit garçon, quand il savait à peine parler, hein, 3 ans et quelques, il dit à sa mère, écoute maman, je suis déjà venu une fois, tu n'as pas voulu de moi et puis voilà, maintenant je suis revenu. Donc, c'est un gamin de 3 ans qui vous balance ça à la figure alors que personne ne sait ce que vous avez fait quelques années avant. C'est quand même assez fort et impressionnant. Oui, oui, c'est beau ça, hein. C'est très beau, je Oui, trouve. oui, oui. Ben, ça, c'est quand, quand l'esprit il est bon. Voilà, ça se passe. C'est une erreur, ça se passe, ça se répare vite, entre guillemets. Mais parfois, quand c'est un esprit un peu plus compliqué, ou des dettes karmiques, ou des choses comme ça, c'est ce qui explique aussi comment on dit ça,
il y a les syndromes post-avortement, hein, il y a des dépressions, il y a des cas qui sont difficiles et C'est que ça, la oui. science a du mal à expliquer. Et en fait, avec le point de vue spiritualiste, on comprend mieux. Hein. On comprend immédiatement. En fait, on s'aperçoit aussi que la mère qui accueille parfois, eh bien, même si elle a dit oui, elle n'est peut-être pas encore tout à fait prête et elle a besoin de quelques années de plus, de passer par quelques épreuves supplémentaires pour pouvoir accueillir l'enfant qui arrive après. C'est possible. Et tout comme ce garçon hein, dont on disait, lui aussi, il a peut-être eu quelque part la loi de cause à effet. Il n'a pas été avorté par hasard. C'est peut-être parce que lui, dans une vie précédente, quand il était jeune, il a aussi, ou elle était jeune, hein, si c'était une fille dans la vie d'avant, a décidé d'avorter. Et donc, il a souffert ce qu'il a fait souffrir à d'autres. Il y a des processus comme ça. C'est pas que, faut pas voir que la mère ou que le père ou que la sage-femme. Ça implique tout le monde. Personne ne souffre quelque chose comme ça de façon injuste. Voilà. Sinon, il y a Valérie aussi qui a levé la main. Oui, bah, tu viens de répondre en fait à ma question. Ma question, c'était ça justement. Est-ce que ça peut être aussi une épreuve pour l'esprit qui n'arrive pas, enfin qui est rejeté et qu'on ne laisse pas se réincarner? Et forcément, c'est difficile pour un esprit qui se réincarne. C'est un processus de préparation qui est quand même assez long. Et donc, du coup, pouf, hop, bon. Donc, c'est pour l'esprit qui se fait avorter, entre guillemets, c'est une épreuve. Voilà. Et donc, forcément, cette épreuve sert à son évolution. Il ne souffre pas ça par hasard. Donc, pour lui, c'est effectivement aussi probablement une réparation ou quelque chose. Morissette? Oui, je voulais simplement expliquer la situation qu'on avait vécue à Résonance donc, lors d'un entretien. Donc, c'est une maman qui vient avec sa fille pour une obsession. Voilà. Et donc, Oui. lors de ces entretiens, il y a le guide qui donne énormément d'informations pour qu'on puisse aboutir à quelque chose. Et en fait, il y a presque une lecture très intime des personnes qui sont là et qui est faite. Et les informations sont données vraiment avec délicatement pour qu'il n'y ait pas de jugement ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Et donc, à un moment donné, le guide me dit comme ça, parle-lui de cet enfant qu'elle a avorté. Et donc, la maman me dit, mais je n'ai pas avorté. Le guide insiste et elle me dit, mais si, parle-lui. Voilà. Et donc, à un moment donné, avec l'insistance qu'il y a eu, elle avoue qu'elle a perdu cet enfant, en fait, voilà, qu'elle a avorté de cet enfant. Donc, voilà, les choses s'arrêtent là. Et au moment de magnétiser la jeune fille, donc, qui avait à peu près 15 ans, cette jeune fille rentre dans une sorte d'état second. Hein, donc, et elle commence à parler. Et elle me dit comme ça, ma mère ne m'aime pas, ma mère m'a refusé, ma mère m'a rejeté. Voilà. Et donc là, le guide continue à expliquer et à donner toutes les informations comme ça. Et en fait, cette jeune fille était tout simplement l'esprit qui avait été avorté auparavant. Voilà. Et il y a eu une réconciliation entre la mère et la fille, enfin une réconciliation, j'ai envie de dire, d'âme à âme, qui a été extraordinaire. Voilà. Et tout ça a été conduit par le monde spirituel. D'accord. Donc, c'est effectivement euh, la mère qui était tombée enceinte, qui avait avorté Oui. 15 ans ou 20 ans auparavant, qui est retombée enceinte, le même esprit qui est revenu, mais C'est qui a ça. gardé Les séquelles des de ce séquelles rejet. et qui ont été résolues dans cette séance-là, quoi. Oui, ouais. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment Ouais. magnifique. Donc, on voit qu'il y a le pardon, en fait, et puis, bon, ben, c'est vrai qu'un esprit qui veut revenir dans une famille, ben, là, en tout cas, il a patienté, quoi. Il a attendu que c'était le bon moment. Voilà. Mais il y avait cette tristesse qui était là et qui, en quelque sorte, détruisait psychologiquement cette jeune fille parce qu'elle n'avait pas de réponse par rapport à la vie actuelle et la mère non plus.
Ben voilà. C'est encore une bonne illustration de ce qui peut se passer Ah oui. dans ce cas-là, quoi. Et l'argument massu, encore une fois, qui fait que le spiritisme déconseille fortement l'avortement, c'est celui-là. L'union commence avant même, et donc dès la conception. Donc, l'argument, il est là. S'il y a déjà un esprit tiers qui est impliqué dans le processus. Ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à 1 ou à 2, si c'est le couple, ou à 3, si c'est le couple avec la sage-femme ou le médecin. Il y a un quatrième esprit, qui est un esprit supplémentaire qui est déjà impliqué. Vincent? Bonjour. Bon. Moi, j'avais deux questions, en fait. Là, il y a une guerre en ce moment en Ukraine. Il y a des viols qui sont commis. Hein. Oui. Donc là, ce n'est pas des enfants choisis. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui vient s'incarner? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'on est dans une population en accroissement. Hein. On est dans une population en accroissement exponentiel, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a forcément des âmes qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de cette terre. Donc, d'où viennent-ils? Alors, la première question, bon, ça fait partie des cas difficiles, hein, le viol. Mais là encore, la programmation, c'est faite. C'est-à-dire, la personne qui est violée dans une vie, ça faisait très certainement partie de la programmation de sa vie avant qu'elle se réincarne. Et pourquoi une personne choisit de se faire violer dans une vie? C'est probablement un processus là aussi d'expiation, de réparation. C'est-à-dire que c'est une personne qui a probablement commis des viols ou des choses similaires dans des vies antérieures et qui maintenant le subit. Alors le violeur, lui, il n'est pas prédestiné à violer. C'est comme l'assassin, aucun assassin n'est prédestiné à assassiner. S'il le fait, c'est suivant son libre arbitre. Et donc, il se fait en dette et il va falloir que dans des prochaines vies, il rachète ça aussi. Et l'enfant qui se réincarne dans ces circonstances, c'est programmé aussi. Il a choisi de revenir dans ces circonstances. Donc, il sait que la probabilité qu'il y ait un avortement sera beaucoup plus élevée dans ce cas-là, surtout dans les pays où l'avortement est permis. Maintenant, après, comment dire, lui, bon, il est certainement lié, entre guillemets, karmiquement aux choses passées qui ont fait qu'il y a eu ce viol. Donc, le viol, c'est un traumatisme terrible. C'est quelque chose qu'il faut effectivement condamner autant qu'on peut. Maintenant, si après le viol, en plus, il y a un avortement, si on réfléchit, en fait, ça rajoute un deuxième traumatisme à un premier traumatisme. Donc, même dans ce cas-là, il vaudrait mieux ne pas avorter et laisser l'enfant venir au monde, même si dans des cas comme ça, on peut comprendre que voilà, la mère n'a peut-être pas encore la condition de pouvoir porter se souvenir de ce viol chaque fois qu'elle regarde son enfant, donc elle est peut-être pas prête à l'accepter, même s'il y a des cas où ça se passe très bien. S'il y a des cas des personnes qui ont subi un viol, qui ont laissé l'enfant naître et où ça se passe très bien. Donc là, ce qu'il faut, c'est essayer de le laisser venir à terme, faire une prise en charge totale. C'est ce que moi je ferais, une prise en charge totale de la personne dans ces cas-là, avec dédommagement au niveau des emplois, enfin tous les systèmes qui vont bien, quoi. Et si après la naissance, au bout de 2 mois, elle décide non, je le veux pas, je suis pas capable de porter ça, etc., c'est de confier l'enfant à l'adoption, comme le disait Michel. Il y a, à mon avis, 10 fois plus de candidats pour adopter des enfants qu'il n'y a d'enfants à adopter en France, clairement. Donc, il peut y avoir des solutions. Donc, il vaut mieux le laisser naître, même si la mère qui a subi le viol ne souhaite pas le garder. Donc, voilà, ça c'est la réponse à la première question. Mais il n'y a pas comment dire, là aussi, la victime n'est jamais innocente. Elle est innocente dans cette vie, mais si elle a souffert un traumatisme comme ça,
c'est lié à des choix qui ont été faits dans le passé. Hein. Sinon, on arriverait à la conclusion que Dieu est injuste. Donc ça, c'est pas possible. Dieu, il est infiniment juste. Les lois de la nature sont infiniment justes. Et si ce genre de choses s'est produit, c'est parce qu'il y a une cause et forcément, cette cause, elle doit être juste, hein, voire même demandée par les personnes elles-mêmes. Après, il y a la deuxième question c'est l'augmentation de la population de la Terre. Elle est exponentielle dans certains pays, mais de moins en moins. Hein. Dans nos pays européens, si la population de la France augmente, c'est plus par l'immigration que par les naissances. Hein. Même si en France, on est un peu l'exception, on a un taux de natalité un peu plus élevé que dans d'autres pays comme l'Allemagne, où là, carrément, la population diminue, quoi. Hein, s'il n'y avait pas d'immigration, la population allemande diminuerait. Et cette augmentation mondiale de la population, elle peut avoir deux causes, effectivement, des esprits qui viennent d'ailleurs, d'une autre planète pour se réincarner sur la Terre, ou l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation, hein, en moyenne, qui se raccourcit. Hein. Il y a quelques décennies, l'esprit Emmanuel disait qu'il y avait entre 20 et 25 millions d'âmes incarnées et désincarnées autour de la Terre. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait peut-être 5 ou 6 milliards d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 8, je crois, hein, si je ne me trompe pas, ou 9. Mais avec 21 milliards, bon, il y a encore un peu de marge. Et ce qu'on sait, c'est que dans la transition qui est en cours de la Terre, les esprits qui sont les moins avancés, les plus endurcis dans le mal, ne vont plus se réincarner sur la Terre, mais vont se réincarner sur une planète comme était la Terre il y a 10 000 ans, il y a quelques milliers d'années. Alors que, par ailleurs, il y a des esprits qui viennent s'incarner sur la Terre et qui proviennent de planètes plus évoluées que la Terre. Hein, on parle des enfants indigos, on parle il y a les choses comme l'autisme Asperger, par exemple, hein. Donc des esprits qui ont du mal à s'adapter à notre société qui est assez arriérée par rapport à celle qu'ils avaient l'habitude dans leur monde plus évolué et qui ont un peu de difficulté à s'y adapter. Hein. Donc ce sont des choses qui peuvent expliquer cela. Hein. Et Kardec, il parle de ça dans le dernier chapitre de la Genèse, hein, les temps sont arrivés, où il dit, ben voilà, on reconnaît ces esprits à leur bonté, aux idées spiritualistes qu'ils ont depuis très jeunes, etc. Hein. Et voilà. Alors, après, il y a des Léon Denis, par exemple, hein, dans le monde invisible et la guerre, ouais, il dit que nous, on est sur Terre, on évolue, donc on devient chaque fois meilleur, mais on a l'impression que la Terre, elle évolue moins vite que quand on prend un individu isolément sur la Terre. Et Léon Denis, il explique ça par le fait qu'il y a beaucoup d'esprits qui se réincarnent sur la Terre et qui viennent de mondes inférieurs. Hein, donc, au lieu d'avoir une émigration des esprits moins élevés, c'est le mouvement inverse que Léon Denis mentionne. Donc, il peut y avoir aussi cet effet-là qu'on peut constater par ce fait hein, que Léon Denis mentionne. Voilà. Maintenant, après, comment ça se passe exactement? Ben, pour l'instant, on ne sait pas. On a juste ces quelques indications qui nous permettent de comprendre ces mouvements. Après, Chico Xavier, par exemple, disait que voilà, lui voyait quand il était en transe des esprits désincarnés qui se rassemblaient sur la Lune, hein, autour de la Lune, et qui partaient par convoi entier vers une planète inférieure où ils allaient se réincarner. Hein, dans une situation d'homme préhistorique, hein, comme il y a 10 000 ans, hein, ce sont ces esprits-là qui ont construit les pyramides, la Grèce, qui ont écrit les Védas, etc., hein, qui sont venus sur la Terre pour nous aider. C'est la fameuse race adamique. Hein.
et dont la plupart aujourd'hui sont certainement retournés dans leur planète plus élevée, hein, entre-temps, et qui peut-être maintenant reviennent une deuxième fois pour nous tirer vers un monde de régénération. Oui. Donc, c'est là où on voit toutes les différentes ressources qu'il peut y avoir, tous les différents mécanismes qui peuvent expliquer donc, pourquoi la population augmente ou se stabilise au cours du temps. D'où viennent tous ces esprits? Voilà, ben, ils viennent d'autres planètes. Je reviens pour la reproduction. La reproduction Oui. dans les autres mondes est différente par rapport à la nôtre. Ben, ça dépend. Je pense que quand il y a des cours physiques, tant qu'il y a encore des cours physiques, il y a besoin d'un mécanisme lié à ce monde-là de reproduction. Donc, Et s'il y avait que le Père Esprit éthéré? voilà. Après, les esprits, eux, ils ne se reproduisent pas entre eux. Hein. C'est Dieu qui crée des esprits, hein, simples et ignorants, qui évoluent en s'incarnant. Et après avoir atteint un certain niveau d'évolution, on n'a plus besoin de s'incarner. Donc, une fois qu'on est à ce niveau-là, effectivement, il n'y a plus de reproduction. Dans les mondes élevés, ben, il y a des nouveaux arrivants, hein, des esprits qui ont atteint le niveau nécessaire pour entrer dans ce monde-là, donc qui viennent. Il y a peut-être d'autres qui partent dans des mondes encore plus élevés, mais dans ces mondes-là, effectivement, quand il n'y a plus d'incarnation, il n'y a plus de reproduction. Bizarre. Bizarre parce que Roger pas... Pérez, il m'avait dit un jour que dans les mondes évolués, l'esprit pouvait donner naissance à un âme, je veux dire, mais éthérée en sortant de son corps. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais, moi, je ne sais pas. Je pense que on peut relire Il n'y avait, la loi il avait pas besoin d'union entre une femme et un homme, je veux dire. Ça se faisait automatiquement. Bon, ça existe déjà dans la nature, ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ça existe dans la nature. Comment on appelle ça déjà? Je ne me souviens plus. Hermaphrodite ou quelque chose comme ça? Oui. Hein, où il y a un individu qui se féconde lui-même et qui se reproduit, entre guillemets. Oui, c'est ça. Les hermaphrodites peuvent changer de sexe. Plutôt. Mais il y a une sexualité. Hein. Les hermaphrodites peuvent changer de sexe, mais il y a une sexualité. Oui, en fait, il y a une fécondation, mais qui se produit dans leur organisme. C'est ce que je comprends. Hein. Maintenant, il faudrait qu'on relise, Joël, le chapitre sur la loi de reproduction dans le livre des esprits pour voir dans le détail. Mais ma compréhension, c'est que cette loi de reproduction, elle existe que dans le corps physique. Hein. Dans le monde spirituel, en fait, il n'y en a plus besoin. C'est Dieu qui crée les esprits en permanence. Et donc, la reproduction sert en fait à produire un corps physique qui permet à un esprit de se réincarner pour évoluer. Hein, la reproduction, en fait, c'est ça. C'est la reproduction d'un corps physique. C'est pas un père-esprit ou un esprit qui va générer un autre esprit. Non, les esprits sont créés par Dieu, tous pareils, hein, simples et ignorants, mais perfectibles. Et donc, il n'y a pas de reproduction au niveau des esprits purement eux-mêmes. On reproduit en fait le corps physique, dont un esprit se sert pour évoluer. Voilà. Alors, donc là, vous avez dans la Genèse, il va un peu plus loin hein, dans ce processus de lien entre l'âme et le corps. Lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son père-esprit, donc c'est l'esprit qui, par l'intermédiaire de son père-esprit, vient se lier fluidiquement, hein, donc au germe, donc c'est l'ovule fécondé, hein, vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. Voilà, donc c'est ce processus, entre guillemets, automatique qui se fait une fois que la réincarnation est décidée. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre sous l'influence du principe vital, matériel du germe. Le père-esprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit molécule à molécule avec le corps qui se forme. D'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son père-esprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre.
Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète et alors il naît à la vie extérieure. Donc voilà la description que fait Kardec. Alors là, on pourrait discuter, par exemple, il disait molécule à molécule. Aujourd'hui, est-ce qu'on dirait plutôt cellule à cellule? Parce que ce n'est pas la même chose. Hein. Une cellule est composée de plusieurs molécules. Hein. Vous voyez, il y a des millions de molécules dans une cellule. Alors, est-ce que l'union se fait molécule à proprement parler, ou cellule à cellule? Il y a les deux théories aujourd'hui. Il y en a qui disent, ouais, ce serait peut-être plutôt cellule à cellule, mais d'autres qui disent, non, non, l'union se fait bien molécule à molécule. Voilà. Ce n'est pas atome à atome, ce qui serait encore plus fin, quoi. Voilà. Et donc là, dès l'instant de la conception, le trouble commence à saisir l'esprit, averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. C'est-à-dire que l'esprit qui se réincarne, il est dans le trouble. Il n'est pas complètement conscient dans ces moments-là. Il est réduit. Et... Alors, il y a des personnes, hein, comme mon épouse, par exemple, qui se rappellent quand elle était dans le ventre de sa mère. Vous voyez? Donc, c'est un trouble qui n'est pas toujours total. Hein. Mais voilà, l'esprit, il est dans le trouble. Hein, et ce trouble, il va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. Voilà, c'est-à-dire que l'esprit, il est donc dans ce trouble. Alors, est-ce qu'un esprit pourrait éventuellement se communiquer alors qu'il est en train de se réincarner? Il y a des cas, en fait, ça peut, hein, mais pas forcément tous n'en sont capables. Voilà, esprit 300, question 351. Donc voilà pour les principes généraux, Morissette. Alors, je vais remonter le son. Oui. Donc, j'ai eu la chance donc, de pouvoir avoir l'esprit de mon petit-fils qui s'est désincarné une première fois, qui a expliqué pourquoi il s'était désincarné. Et il s'est de nouveau manifesté donc, à la maternité, en expliquant effectivement beaucoup de choses. Et donc, le premier message, c'était avant la grossesse. Et l'autre message, c'était pendant la grossesse, mais dans les débuts. Voilà. Et aussi, donc, le message donc, d'un esprit qui avait comment dire, qui devait s'incarner dans la famille d'amis. Donc, c'était par adoption, en fait. Hein. Et non, c'était par FIV. Et en fait, cet esprit n'a pas réussi, il l'a expliqué aussi. Donc, la dame était enceinte de 2 mois et il est revenu donc, par la voie de l'adoption. D'accord. Parce qu'après, elle ne pouvait plus, en fait, physiquement, ce n'était plus possible pour cette personne d'accueillir un enfant. Voilà, un esprit. Voilà. Enfin, en tout cas, dans la programmation de la réincarnation, ce qui est clair, c'est que l'esprit des enfants qui souhaitent venir se réincarner dans un couple, par exemple, et l'esprit donc du père et de la mère de ce couple, des conjoints, pendant leur sommeil, hein, se rencontrent dans le monde spirituel et se mettent d'accord. Hein, et ils se mettent d'accord pour accueillir cet esprit-là comme enfant avec le plan de vie qui a été décidé. Et souvent, ces choses-là ont déjà été prévues dans le plan de vie des personnes du couple. Hein. On va se marier tel esprit avec tel esprit, donc c'est prévu avant que ces esprits-là se réincarnent, en disant après, on va accueillir comme enfant tel autre esprit. Vous voyez, la programmation peut se faire une génération ou même 2 générations à l'avance. Hein, voilà. Vincent? Je vais être bref, parce que là, on va prendre du temps. Mais il m'est arrivé une drôle d'expérience lors d'un jeune, quand j'ai pratiqué le théâtre. Et on nous a demandé pendant une improvisation de théâtre d'improviser notre naissance, c'est-à-dire être dans le corps de la mère et décrire la naissance. Et il m'est arrivé un drôle de truc parce que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de naître, quoi. J'avais pas
Et quand j'étais pas du tout spirit à l'époque, hein, j'étais pas du tout dans cette explication-là. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont obligés de revenir s'incarner? Alors ça, il faudra en discuter aussi avec mon épouse, hein, puisque elle, c'est ce qu'elle dit. Hein, elle dit, elle voulait pas se réincarner, ils ont fini par la convaincre, donc elle s'est réincarnée quand même. Voilà, donc c'est un peu quelque part, pas contre son gré, parce que ce serait aller contre la liberté, mais effectivement, qu'il y ait des esprits ensuite que nos guides spirituels nous conseillent quand même fortement quelque chose qu'on finit par accepter et on revient en arrière par après, hein, ça peut arriver. Et je pense qu'il y a des cas de fausses couches, par exemple, d'avortement naturel qui peuvent être liés à ça. L'esprit se réincarne, mais il y a une résistance qui est telle que, ben, hop, il reprend la tangente pendant le processus. Hein. Ce sont des choses qui peuvent arriver, parce que l'esprit, en fait, pourquoi il y a des esprits qui mettent des millénaires avant de se décider à se réincarner? C'est parce que bon, ben, ils ont eu certainement des vies de souffrance, ils ne veulent absolument pas y retourner, et il leur faut beaucoup de temps pour comprendre ben, que on a besoin de la réincarnation pour évoluer. On peut évoluer sans se réincarner, mais beaucoup, beaucoup moins vite. Hein. C'est-à-dire que voilà, pendant les millénaires où cet esprit freinait ou résistait à la réincarnation, l'autre esprit qui s'est réincarné 10 fois, ben, il a fait un saut quantique évolutif par rapport à celui qui ne veut pas ou qui ne comprend pas. Et donc, forcément, tôt ou tard, cet esprit-là voit ben, que ceux qui se réincarnent, ils évoluent beaucoup plus vite que ceux qui ne se réincarnent pas. Et ils finissent par accepter. Mais ce processus d'acceptation peut prendre du temps et peut aussi faire que, ben, dans certains cas, ils se réincarnent, mais quand ils ne sont pas encore fermement décidés, ben, ils reviennent en arrière sur leur décision, quoi. Et ça, c'est là où il y a la liberté. Et je ne pense pas que... Alors, sauf comme on l'a vu dans des cas où l'esprit est dans un trouble profond. Quand vous lisez les livres de Csikszentmihalyi, on entend parler d'esprits ovoïdes, de ce genre de trucs, des esprits qui sont vraiment dans des situations où, voilà, où ils ont complètement perdu, je dirais, toute faculté de pouvoir décider quoi que ce soit pour leur compte. Là, dans ce cas-là, c'est les guides qui les réincarnent. Hein, et ils vont choisir ce qu'il y a de mieux pour eux. Mais ce n'est pas le cas général. Le cas le plus fréquent, c'est si l'esprit il est conscient et qu'il ne veut pas se réincarner, personne ne va le forcer à se réincarner. C'est le libre arbitre. Après, vous avez d'autres théories qui disent, oui, mais effectivement, c'est des bons esprits, des guides spirituels qui font ce processus de réduction du père-esprit, etc., pour se réincarner. Et dans certains livres, on voit aussi parfois que les esprits, entre guillemets, des ténèbres, hein, les esprits qui sont peu évolués, qui s'organisent quelque part en groupe ou en armée, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, dans l'au-delà, ont les facultés de réincarner des soldats indépendamment des esprits évolués. Vous voyez ? Bon, je suis un peu dubitatif par rapport à ça, mais je me dis, bon, ce n'est pas impossible. Il faut attendre qu'il y ait des confirmations un peu plus claires que ce genre de processus peut se produire. Voilà. Patricia? Oui, moi je voulais revenir par rapport à la fécondation. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec les embryons congelés. Ah, alors ça, c'est la docteure Marlène Nobré qui en parlait beaucoup. Hein, donc, l'éthique qui est à prendre dans les FIV, hein, comme dit Morissette, les fécondations in vitro, parce que à partir du moment où il y a un embryon fécondé, eh ben, il faudrait être capable de déterminer s'il y a un esprit qui est lié à cet ovule fécondé ou pas. Donc, s'il n'y a pas d'esprit qui est évolué, mais là, encore une fois, on ne sait pas faire. On ne sait pas, on ne peut jamais en être sûr. S'il n'y avait pas d'esprit évolué, ben, on pourrait effectivement les jeter, hein, sans que ça pose un problème. Par contre, s'il y a un esprit qui est déjà incarné dedans, qui est déjà lié à cet ovule fécondé, ça pose des problèmes éthiques. Hein. Oui.
Et donc, les médecins spirites ne sont pas contre les fécondations in vitro, les manipulations génétiques et tout, mais ils disent qu'il faut que ce soit assorti d'une éthique forte avec une vision spiritualiste. Parce que sinon, effectivement, dans ce genre de manipulation, si on jette trop facilement sans se poser de questions, voilà, on en fait 10, on en utilise 3 et ensuite on voit comment ça se développe, on en retire 2. En général, c'est comme ça que ça se passe et tous ceux qui ne servent pas, ils sont jetés. Ça peut poser des problèmes. S'il y a un esprit déjà incarné dedans, ça pose un problème éthique. Voilà. Donc, c'est des questions difficiles. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des médecins pour rentrer dans ces détails-là. Et c'est pour ça que je vous conseille les conférences et les livres de Marlène Nobré qui parlent bien de ce sujet. Michel? Oui, Charles, il me semble que dans le livre des esprits, il y a une question, mais je ne sais plus laquelle c'est, je ne l'ai pas trouvée, peut-être que certainement tu sais, où il demandait si un corps pouvait vivre sans esprit, et la réponse était oui. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, il pourrait y avoir des embryons congelés sans esprit du tout. C'est ça, l'embryon congelé, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment un embryon ou si c'est juste l'ovule fécondé ou si c'est peut-être l'ovule qui s'est divisé avec 2-3 stades de division. Hein. Je ne connais pas assez la médecine pour savoir ce que c'est. Donc, effectivement, il y a cette question dans le livre des esprits, c'est-à-dire un ovule fécondé se multiplie par les lois, même s'il peut se multiplier, même s'il n'y a pas d'esprit incarné dedans. Mais dans ce cas-là, en général, il est difforme et puis il n'est pas viable, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est un processus naturel qui se fait. Et s'il n'y a pas d'esprit incarné dedans, il y aura un avortement naturel, voire même s'il arrive à terme, il ne sera pas viable. C'est ce qui est écrit dans cette question-là du livre des esprits. Hein. On peut la retrouver. Hein. Je ne la connais pas par cœur, mais effectivement, il y a ça. Ce qui caractérise la vie, il faut forcément qu'il y ait la matière organique, le corps physique, l'esprit qui est incarné, qui s'y réincarne, et le fluide vital. S'il n'y a pas ces 3 choses, la vie n'aura pas lieu. Voilà. Il est déjà 58, donc on va passer rapidement sur le détail. Voilà, donc vous voyez la première phrase. Il n'y a pas d'improvisation. Hein. Tout est planifié et ça, effectivement, les livres d'André Louis nous apportent beaucoup, beaucoup de lumière là-dessus, hein, et complètent beaucoup ce que Kardec a pu écrire dans le livre des esprits et dans la Genèse sur le sujet. C'est là où on voit donc à quel point cette planification se fait. Voilà. Et donc cette programmation est fondée sur la logique et la moralité, hein, en vue du progrès spirituel, de l'évolution de la créature humaine, c'est-à-dire la réincarnation. Le but, comme on l'a vu, c'est l'évolution. Et le choix des épreuves dans la programmation de la réincarnation mérite une attention spéciale de la part des esprits chargés de ce travail. Alors, quand vous allez sur... alors, c'est ça? Non, c'est le livre des esprits, question 171. Mais quand vous lisez le livre, par exemple, Missionnaire de la Lumière, vous voyez que la planification se fait, il y a des esprits qui sont chargés de ça, on se met d'accord avec les esprits des parents, on choisit le plan de vie, les esprits élaborent une carte chromosomique, hein, c'est l'expression qui est utilisée dans le livre. Et donc, c'est ça qui, par après, donc par des processus magnétiques de réduction du père-esprit, fait que le mois où aura lieu la réincarnation, c'est le bon ovule qui se détache quelques jours avant. Et puis, au moment de la fécondation, c'est le spermatozoïde qui va bien sur le million qui arrivera le premier. Hein, et donc, pour, entre guillemets, accomplir ou réaliser cette carte chromosomique qui a été planifiée dans le monde spirituel. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Hein, voilà. Voilà. Donc, la réincarnation, effectivement, ça nous sert à évoluer.
Donc, on a vu que c'est soit par l'esprit lui-même, soit par les guides quand l'esprit lui-même ne peut pas. Hein. On est libre, hein, toujours, hein, de recommencer, de refaire. C'est surtout ça, à ça que sert la réincarnation. Dans notre cas, c'est pour racheter les erreurs qu'on a pu faire dans le passé ou éventuellement déjà commencer à accomplir certaines missions pour aider son prochain, pour contribuer, être co-créateur, comme ils disent, hein, pour contribuer à l'évolution de la planète, matériellement même, hein, et aussi pour aider tous nos frères humains à évoluer eux-mêmes. Hein. Donc, ça, c'est déjà les missions. Voilà. Et après, là, on nous dit, donc c'est numéro 3, la question 258, hein, est-ce qu'une fois qu'on a choisi une épreuve, est-ce qu'on est complètement lié à cette épreuve? Donc, les esprits nous disent, vous avez choisi le genre d'épreuve. Hein, les faits de détail sont la conséquence de la position et souvent de vos propres actions. Voilà. Par exemple, de dire, je veux me réincarner pour être tué par un tel, on ne peut pas faire, parce que le un tel, il a son libre arbitre et il pourra très bien décider de ne pas tuer. Voyez. Mais si on a décidé d'être tué, on sera assassiné par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est les circonstances qui vont faire que ça se produira quand même sans contraindre le libre arbitre de personne. Si l'esprit a voulu naître parmi des malfaiteurs, par exemple, il savait à quels entraînements il s'exposait, mais non chacun des actes qu'il accomplirait. Donc, il va être, s'il naît parmi des malfaiteurs, il va être entraîné à être un malfaiteur, mais est-ce qu'il le sera ou pas? Il ne le sait pas, parce que c'est là où il y a justement son libre arbitre. Si tout était vraiment programmé dans ce détail-là, on n'aurait plus de libre arbitre. Hein. Ce serait presque du déterminisme. Voyez. Et le libre arbitre, on l'a toujours dans le choix du genre d'épreuve. Et après, une fois qu'on est dedans, de succomber ou pas à ces épreuves. Hein. C'est le libre arbitre, il nous est laissé à chacune des étapes du processus. Oui, Michel? Tu as la main levée, mais c'était peut-être de la dernière fois. Oui, j'ai dû oublier de l'abaisser. Alors, attends. Hop, voilà. Voilà, l'esprit sait, voilà. Il sait donc la nature des vicissitudes qu'il rencontrera, mais il ne sait pas si ce sera plutôt tel événement ou tel autre. Les événements de détail naissent des circonstances et de la force des choses. Il n'y a que les grands événements, ceux qui influent sur la destinée, qui sont prévus. Si tu prends une route remplie d'ornières, tu sais que tu as de grandes précautions à prendre parce que tu as chance de tomber, mais tu ne sais pas dans quel endroit tu tomberas. Et il se peut que tu ne tombes pas si tu es assez prudent. Vous voyez? Si en passant dans la rue, il te tombe une tuile sur la tête, ne crois pas que c'était écrit, comme on le dit vulgairement. Donc, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de prédestination. Par contre, le fait qu'il y ait, par exemple, une guerre comme celle qu'il y a en ce moment en Europe de l'Est, ça, forcément, ce sont des événements au niveau du monde spirituel que les bons esprits savent prévoir. Ils savent très bien, ils lisent très bien dans la tête des belligérants, des différents dirigeants, des individus impliqués et tout, qui sont libres de le faire ou de ne pas faire, mais les bons esprits qui nous connaissent beaucoup mieux, savent déjà à l'avance qu'on aura 99,9% de chances de le faire et que 0,01% de chances de ne pas le faire. Donc, on n'est jamais sûr à 100%, c'est jamais, il y a toujours la liberté. Mais bon, après, voilà, il y a des choses qui, pour eux, avec la vision qu'ils ont, sont prévisibles. Voilà. Et donc, les personnes qui sont nées dans un endroit qui sont à Mariupol ou ailleurs, n'habitent pas là-bas par hasard. Hein. Ça fait partie de ces grands événements, donc, qui étaient, comme il le dit là, il n'y a que les grands événements qui sont prévus. Ça fait partie de ces grands événements qui étaient prévus. D'accord? Voilà, donc des garanties, il n'y en a jamais, hein, parce que le libre arbitre, il est sacré. Hein. Oui, Patricia? Oui, la mort fait partie des choses qui sont prévues. Aussi, oui. Oui. La mort fait partie des choses qui sont prévues, effectivement. Mais par exemple, le suicide, non.
Non. Le suicide qui revient à mourir avant l'heure initialement prévue ou programmée, c'est le libre arbitre de la personne. Là aussi, personne ne choisit, n'est prédestiné à se suicider. Il y a parfois des idées, on dit oui, mais c'est un suicide karmique, etc. Là, quand on lit vraiment ce qu'écrivent les esprits, c'est pas ça. Hein. Personne n'est prédestiné. Il y a des personnes qui auront une forte tendance à se suicider, donc qui auront un risque élevé de se suicider, mais jamais à 100%. Et un accident, c'est prévu aussi. L'accident, oui, ça, ce sont des choses qui sont prévues. Donc, la tuile qui tombe sur la tête, c'est prévu, mais bon, c'est pas, ça peut être ici, là-bas ou ailleurs, il y a une tuile qui va nous tomber sur la tête. L'accident, ce ne sera pas forcément tel jour, telle heure, à tel endroit, mais il y aura un accident. Mais je veux dire un décès par accident. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça, qui est un accident avec ou sans décès. Ouais. Voilà. Donc après, le libre arbitre, il y a des esprits qui prennent une route qui leur affranchit de bien des épreuves, mais d'autres qui se laissent entraîner sur de mauvaises routes, donc ils vont passer par beaucoup plus de dangers. Et ça, c'est lié au choix fait à l'instant T, une fois déjà réincarné. Voilà. C'est pareil, par exemple, des épreuves comme la richesse, voilà, qui est une pente glissante. Hein, c'est la porte large. Voilà. Les périodes de troubles, perturbations spirituelles, voilà. Donc, il y a des cas où l'esprit, ça on l'a déjà vu, hein, c'est les guides spirituels qui choisissent pour nous aider à sortir de ce trouble, de cette situation où on est quelque part englué sans avoir vraiment les capacités de nous en sortir tout seul. Ben, c'est là où ils nous aident. Pareil pour les esprits qui n'ont pas beaucoup d'expérience, hein, donc c'est là où les bons esprits sont un peu plus directifs, quoi, pour dire, voilà, hop, commence déjà par essayer d'évoluer là, 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 donc hop, boum, on fait une vie comme ça, et l'esprit, bon, qui inexpérient, qui finit par dire, ok, je suis d'accord. C'est là où des fois l'esprit, effectivement, après, il peut se dire, ouais, mais moi, je voulais pas, etc. Ce sont ce genre de choses qui, effectivement, peuvent se produire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Et la vie continue. Donc, c'est un autre livre, je crois que c'est le dernier de la série André Louis, il est assez intéressant. Et donc, il nous explique de ces instituts de service pour la réincarnation. Hein. Donc, on a ça dans ce livre-là, on a ça dans le livre aussi Missionnaire de la Lumière. Donc, le monde spirituel, il y a des entités spécialisées, des ministères, comme ils appellent. Bon, ça va peut-être un peu loin, hein, mais où il y a effectivement le ministère de l'assistance, voilà, dans nos solars, où les esprits, en fait, se chargent d'aider les esprits qui le souhaitent à se réincarner. Voilà. Le département de la réincarnation, c'est un peu bureaucratique tout ça. Je ne pense pas que ça aille dans ce détail-là, mais bon, c'est une manière de voir les choses. Alors, ça, on l'a vu, hein, l'union commence à la conception, hein, donc le trouble qui accompagne l'esprit. Hein. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a peut-être pas trop vu. Ouais, c'est le Père Esprit, hein, en fait, qui est le moule de l'embryon et qui se développe, qui explique l'embryogénèse. La science n'arrive pas à expliquer l'embryogénèse. Pour expliquer l'embryogénèse, il faut faire appel à un moule, un modèle, un principe organisateur, comme disait Claude Bernard. C'est le Père Esprit. Donc, on a la clé dans la philosophie spirit pour expliquer ce phénomène que la science n'arrive pas encore à expliquer aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, vous lirez, il y a beaucoup de choses. André Louise, encore une fois, donc le 21, c'est dans la vie continue, Missionnaire de la Lumière et Entre terre et ciel. Donc, ce sont les 3 livres dans lesquels il rentre dans le détail de ces processus de réincarnation. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions sur ce sujet? Oui, Fabrice? Oui, si j'ai bien compris, l'embryogénèse va à l'encontre des lois de l'entropie. C'est ça? La loi de l'entropie, c'est le désordre qui va croissant. Hein? C'est-à-dire, bon, tu as 3 pots de peinture qui sont bien rangés, hein, un blanc, un noir et puis, je ne sais pas moi, un bleu. Hein?
Donc, ça, c'est de l'ordre. Ensuite, si tu les mélanges, tu auras un gris bleuté. Hein. Tu auras un gris bleuté. Et donc, ce sera plus. Avant, tu avais 3 choses et là, tu n'en as plus qu'une. L'entreprise, c'est ça. Maintenant, si de ce gris bleuté, tu veux refaire du blanc, du noir et du bleu, tu vas être obligé de mettre des centrifuges, des filtres. Enfin, tu vas être obligé d'apporter de l'énergie pour de nouveau les séparer. Tu vois, sachant que le désordre va toujours croissant. Et dans l'embryogénèse, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que tu as une seule ovule fécondé, donc une seule cellule souche au départ, hein, qui se multiplie. Au début, les cellules souches sont identiques, et puis d'un coup, voilà, ça se fait en 3D. Hein, ça se fait aussi d'un point de vue fonctionnel, le cerveau, le cœur qui commence à battre au bout de quelques semaines. Enfin, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Et donc, avec les lois de l'entropie pure, hein, ça ne peut s'expliquer que s'il y a un apport d'énergie extérieure. Et cet apport d'énergie extérieure, c'est la mère qui le donne, hein, la génitrice, peut-être. Mais bon, encore une fois, la mère peut tomber enceinte d'un garçon, quoi. Donc, on voit difficilement comment l'influence peut se faire dans ce sens-là. Non, c'est parce qu'il y a un père esprit de garçon qui est venu se réincarner dans cet ovule. Hein, on peut pas. C'est la meilleure explication qu'on puisse avoir aujourd'hui de l'embryogénèse, d'un point de vue scientifique. Okay. Ah, c'est des choses. Philippe Guillemin, alors Marlène Aubray en parle, mais Philippe Guillemin aussi, il en parle. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez hein, la physique de la conscience dans son bouquin. Il dit qu'il y a de l'énergie qui vient du vide. C'est l'expression qu'il emploie. Mais après, que veut dire quel est le sens du mot vide dans le langage d'un physicien? Le vide, c'est tout ce qui n'est pas physique, d'accord? Tout ce qui n'est pas de la matière tangible, c'est du vide. Donc le Père Esprit, c'est du vide pour un physicien qui étudie la matière d'un point de vue de la matière, puisque ce n'est pas de la matière. Hein? Et donc, lui, il présente ça dans ses modèles cybernétiques comme étant de l'information qui provient du vide. Hein. Nous, on l'explique en disant, voilà, cette information, les choix qui ont été faits, les cartes chromosomiques et autres, c'est de l'information qui est dans le Père Esprit qui se réincarne. Donc, c'est lui qui, en ayant ce lien molécule à molécule, va faire que l'embryon se développe comme c'était programmé. Il est spirit, Philippe Guillemont? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas s'il a lu Kardec. Moi, j'aimerais bien le rencontrer un jour pour causer un peu avec lui. Bon, j'ai lu qu'un seul livre de lui. J'en ai un deuxième là qui s'appelle Le Pic de l'Esprit qu'il a écrit après, que je vais lire aussi. Mais dans la physique de la conscience, il parle qu'il a des courants ésotériques, orientalistes. Donc, il s'intéresse un peu à des courants spiritualistes, des nouvelles formes de spiritualité. Par contre, il ne parle pas du tout de Kardec ou de spiritisme dans ce livre. Il ne parle pas de Père Esprit, par exemple. Alors, non. Donc, est-ce qu'il le sait et qu'il n'en parle pas ou est-ce qu'il ne le sait pas parce qu'il n'a pas encore vu? C'est pour ça que j'aimerais bien causer avec lui pour voir. Mais en tout cas, c'est ce qui le pousse, lui, dans ce modèle de la conscience, à avancer dans un sens qui va bien dans le sens du spiritisme, c'est que c'est un fervent partisan du libre arbitre. Hein, il dit on n'est pas des machines. Et ça, par contre, il l'a bien compris. Si on n'avait pas de libre arbitre, on serait soit des animaux gouvernés par un instinct, soit on serait des machines. Et on n'est pas des machines. Donc, il est forcément partisan du libre arbitre, même si dans sa théorie, il va un peu loin, en parlant notamment de rétrocausalité, le futur qui influe sur le présent. Donc ça, c'est... il y a certains paragraphes que j'ai dû lire plusieurs fois, ou certains chapitres que j'ai dû lire plusieurs fois pour comprendre ce qu'il veut dire. Parce que c'est une façon de dire que quand tu parlais tout à l'heure des médiums qui dévoilent l'avenir, nous les voyons, oui, enfin moi je le comprends un peu comme ça, c'est-à-dire que si on te dit par exemple il va se passer tel événement, il est sûr que si toi tu intègres cette information en disant il va m'arriver ça à tel moment,
ton comportement d'aujourd'hui va être modifié par rapport au fait que si tu n'avais pas eu cette information, il aurait été différent. C'est ça. Mais je vais te le présenter encore autrement, de façon encore plus simple, sans avoir besoin d'un médium qui te dit le futur. Par exemple, Morissette, elle organise à Dunkerque, alors je dis n'importe quoi, hein, le 6 juin, alors ce sera virtuel, ce ne sera pas présentiel, un séminaire sur le rôle de l'orienteur dans l'aide aux esprits souffrants. D'accord? Donc moi, je dis, oh, je m'inscris, je vais y participer. Donc, c'est moi qui me fixe un objectif pour l'avenir, dans l'avenir, tu vois. Oui. Et donc, cet objectif que j'ai pour le futur, il va influer sur ce que je vais faire dans le présent pour y arriver. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, comme ça, je comprends très bien que le futur peut influer sur le présent. Mais bon, il va un peu plus loin, lui. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Et par exemple, il dit, bon, comment est-ce que j'irai à Dunkerque? Est-ce que j'irai en avion, en voiture, en train? Si oui, quel jour, quel train, par quelle route je vais prendre? Est-ce que je vais prendre la Nationale 4, l'autoroute? Est-ce que je vais passer par Bruxelles ou par Reims? Ça, je ne sais pas. C'est à l'instant T. Peut-être je serai déjà dans la voiture en sortant de chez moi. Au moment où j'arrive au croisement, je me dis, ah, je vais aller par là au lieu d'aller par là. Et c'est souvent comme ça que ça arrive. Hein. Et donc, il dit que c'est le… Alors, comment il appelle ça déjà? En fait, dans la mécanique quantique, il y a plusieurs possibilités, plusieurs fils, plusieurs processus pour arriver à cet objectif. Et la sélection de ce que ce sera plutôt tel ou tel ou tel ou tel moyen d'y arriver, elle se fait à l'instant T. C'est la détermination, la résolution quantique. Hein. Et donc, il applique en fait ces connaissances. Hein. Vous savez que la mécanique quantique, ça fonctionne comme ça. Hein. Quand on balance des électrons dans des fentes de Young, ça fait des raies derrière. Hein. Et donc, les physiciens se disent, mais comment ça se fait? Quelque part, l'électron, il passe en même temps par les deux trous. Hein. Une bille qui passe en même temps par un grain de poussière qui passe en même temps par deux fenêtres. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le physicien, il se dit, bon, hop, je vais mettre une caméra devant la fenêtre pour voir si l'électron, il passe là ou s'il passe là. Et dès qu'il met la caméra, hop, les fentes disparaissent et l'électron, il passe que par une seule fenêtre. C'est complètement dingue, mais la mécanique quantique, en fait, c'est ça. Donc, il y a un moment donné où tu fais intervenir, comment dire, un effondrement ou alors, je ne me souviens plus exactement quelle est l'expression, là, je suis désolé. Donc, il y a une résolution qui se fait et puis parmi tous les chemins possibles, il y en a un qui sera décidé. Et ça, effectivement, c'est l'objectif qu'on a dans l'avenir. Si on a un objectif, je ne sais pas moi, de devenir médecin, on va faire ce qu'il faut pour étudier, mais après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on aura comme note, est-ce qu'on aura révisé ou pas l'examen, est-ce qu'on passera plutôt à telle faculté ou telle autre. On ne le sait pas forcément à l'avance. C'est comme l'histoire du chat qui est mis dans une boîte. Et alors, je ne sais plus comment s'appelle cette expérience-là. Qui est à la fois vivant et mort. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est le paradoxe de… alors, je sais qu'il y a l'EPR, là, le Einstein, Podolsky, Rosen, mais je pense que ce n'est pas ça. C'est un autre physicien quantique qui parlait du chat. Là. Voilà. Donc, en fait, Guillaume, il est vraiment calé dans ces domaines-là. Mais et donc, il cherche à faire un modèle de la conscience. Il parle quand même, dans son livre, il dit que c'est quand même un pont entre la science et la spiritualité. Donc, il est quand même obligé d'intégrer quand même justement cette notion de spiritualité, quoi. Donc, forcément, il ne peut pas ignorer ce concept-là. L'information qui vient du vide. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il est spiritualiste, clairement. Hein. Donc, ce modèle de conscience, il y a 10 dimensions. Donc, il y a les 4 qu'on connaît, qui sont donc les 3 de l'espace matériel et le temps. Ensuite, il rajoute 3 dimensions pour le moi et 3 dimensions pour le soi. Donc là, il rentre un peu dans la psychologie. Hein. Donc, entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on voudrait être. Hein. Voilà. Donc, s'il intègre tout ça, il arrive à un modèle donc 4 plus 3 plus 3, ça fait 10. Et il dit, au-dessus de ça, il y a encore l'esprit. Hein. Donc, son modèle n'est pas complet encore. Tu l'as lu son livre? Tu l'as lu son livre? Oui. C'est abordable quand même, je veux dire, à la lecture.
la physique de la conscience, ouais, bon, il parle un langage assez simple, c'est des chapitres assez courts, mais je t'avoue qu'il y a des chapitres, j'ai dû les lire plusieurs fois, 2 fois pour les comprendre. Hein. Ah bon, quand même. D'accord. Ouais. Et encore aujourd'hui, il faudrait que je relise le livre, parce que tu vois bien, là, j'ai essayé de vous en parler, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Et j'ai le deuxième livre là, qui s'appelle Le Pic de l'Esprit, que je vais attaquer. Là, je suis en train de lire celui de Herminio Miranda, que je n'avais pas lu, là, mais que je vais attaquer dès que possible. C'est intéressant, moi j'aime bien que les scientifiques fassent des démarches comme ça, tant qu'ils parlent du libre arbitre, qu'il admet qu'il y ait de l'information qui vient d'ailleurs dans la matière, qui influe sur nous. Donc c'est presque le point de vue, il ne dit pas que c'est l'esprit, enfin il le dit, le pic de l'esprit, il le met même dans le titre. Hein. Donc il est pratiquement spiritualiste. Et là maintenant, si vous regardez les dernières conférences qu'il donne, c'est notre cœur qui fera un meilleur futur. Hein, c'est quelqu'un qui est quand même positif, quoi. Hein, voilà. Et je suis content de voir un scientifique de son niveau qui entre dans cette voie. Voilà. Okay. Alors, j'ai vu qu'il y a Renaud qui nous a rejoint et Audrey. Donc, bon, voilà. Bienvenue. Donc, on a pratiquement terminé. Hein, donc, on va, s'il n'y a pas d'autres questions, remercier les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui, en espérant que ces enseignements puissent nous être utiles pour comprendre ces problèmes qui sont quand même importants, qui sont liés à des questions sociétales graves, comme la planification de la réincarnation, les questions comme l'avortement, et que cela puisse nous servir donc pour prendre les meilleures décisions possibles si le moment se présente. Voilà, je vais couper l'enregistrement.